bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures du Pipin, j'espère que vous allez bien. Je profite d'avoir la caméra allumée pour pouvoir vous faire un petit unboxing parce que j'ai reçu quelque chose dans ma boîte aux lettres et je crois savoir ce que c'est et j'avais très hâte de pouvoir l'ouvrir avec vous. Je vois le très léger tampon où il y a marqué édition du chat noir, donc oui, c'est bien ce que j'attendais. C'est ma précommande du dernier Sanguine, donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Alors, on a toujours un petit catalogue de ce que proposent les éditions du chat noir à l'intérieur, donc comme ça je vais pouvoir me mettre à jour, voir les petites nouveautés qui pourraient m'intéresser. Ça sera pour après. Et j'ai un très joli un mouse marque-page, je vous montre juste après ce que c'est la couverture du livre. Et donc la précommande qui m'intéressait, c'est celui-ci, Que le diable t'emporte, donc de Sanguine. Il est trop beau. Oh là 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 là, moi j'adore la couverture. La couverture d'ailleurs est de Claudia Iannichiello. J'adore. Elle a un coup de crayon incroyable et vous avez déjà vu son travail parce que le diable t'emporte, c'est le tome 2 de la novella que j'ai lu l'an passé et que j'ai adoré qui s'appelait Va au diable. Et donc la couverture a été faite par la même illustratrice que j'aimais déjà vraiment beaucoup. Et donc quand j'ai vu que Sanguine lançait un tome 2 et que j'avais adoré le premier tome, évidemment que je me suis ruée sur la seconde. Et en plus, un marque-page, mais comme je disais, regardez la taille du marque-page par rapport à la couverture. Vous voyez, il est gigantesque, mais il est super beau. Et il reprend donc la couverture avec cette jeune femme et ce patapoufi de chat. Trop chouette. Et oh, dédicace. Trop bien. Ah, je suis trop contente. Merci. Et à l'intérieur, il y a toujours de très jolies illustrations. J'ai hâte, mais très hâte de pouvoir découvrir ce nouveau Sanguine, ce nouveau tome qui va venir compléter la novella Va au diable. Ah, j'avais adoré cet univers. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner, si on va récupérer les personnages qu'il y avait dans le premier, si c'est vraiment une suite, si c'est en parallèle. J'ai trop hâte, mais en tout cas, je suis contente de l'avoir récupéré. Je vois qu'il est un peu plus épais que le premier tome, donc ça promet des choses très sympas. Je vous en reparle, j'espère, très bientôt, même si c'est vrai qu'il a plutôt une vibes un petit peu pumpkin. Je vais voir, j'aimerais bien le lire assez rapidement, parce que j'ai encore un autre roman de Sanguine à lire, qui va également très bien pour le pumpkin, donc à voir. Mais en attendant, super contente d'avoir pu recevoir cette petite précommande. Aucun sponsor, c'est moi qui l'ai payé avec mes sous, hein. Mais si les éditions du Chat Noir passent pas là et qu'ils veulent qu'on collabore, ce sera avec le plus grand des plaisirs, aucun problème. Et en attendant, voilà, c'était juste une petite séquence comme ça, pour vous montrer ma réception. J'attends encore autre chose, j'espère le recevoir très bientôt pour pouvoir l'unboxer avec vous. Et en attendant, on coupe la séquence ici et on se retrouve sur la prochaine. Et coucou tout le monde, je vous reprends très longtemps après avec une tête de fatiguée de fin de semaine et un petit café pour vous parler, de livres bien sûr. Parce que là, j'ai trois lectures dont j'ai envie de vous parler. Deux que j'ai terminées et une que j'ai presque finie. Et parce que j'ai ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je n'ai pas acheté de Michel Bussy, je n'en ai d'ailleurs toujours pas lu, honte à moi, mais à l'intérieur se cachent des petits achats. Des petits achats, pourquoi? Des petits achats parce que le week-end dernier, maintenant, si je ne me trompe pas, je suis allée à Saint-Chély-d'Apcher où il y avait le festival du livre de poche, parce que je ne peux pas aller à Quai du Polar, c'était trop loin, même si ça a l'air génial, j'aimerais bien y aller au moins une fois dans ma vie, surtout là il y avait plein d'auteurs qui avaient l'air chouettes, mais j'aime bien aller à Saint-Chély en poche, déjà parce que la Lozère, c'est là où habitent les parents de mon conjoint, c'est une terre que j'aime beaucoup, et le libraire qui organise ça, donc de la librairie Le Rouge et le Noir, est absolument super sympa, avec beaucoup de conversations, beaucoup de belles idées, et notamment, c'est la deuxième fois qu'il organise ce festival, et j'avais beaucoup aimé le premier. Deuxième édition, j'y retourne, et il y avait deux auteurs que je voulais vraiment rencontrer. Un que j'ai pas pu voir parce que, déjà, il y avait plein de monde quand je suis allée le voir, il était, on va dire, overbooké, et parce qu'accessoirement, je savais pas si je pouvais ramener un livre que j'avais déjà de lui et le faire dédicacer ou s'il fallait uniquement l'acheter sur place. Je ne l'ai pas ramené,
on avait le droit. Tant pis pour moi, loupé. C'était un coup sur deux, je me suis dit, bon, c'est un peu abusé, et finalement, l'une des organisatrices m'a dit, bah si, tu peux. Bon, bah mon bouquin, il est juste à 300 bandes d'ici, c'est pas grave. Donc, je suis pas retournée le voir, vu que j'avais pas de livre à lui faire dédicacer, j'allais pas le racheter en double. C'est pas grave. La personne dont je parle, c'est Ivan Zimberg, qui a fait... Attendez, il est quelque part par ici. Qui a fait... Attendez, je le récupère. Voilà, Jeux d'ombre. Alors, il avait d'autres romans, mais qui m'intéressaient beaucoup moins au niveau de leur thématique. Moi, c'était vraiment celui-ci qui m'intéressait fortement. Et ben donc, j'allais pas le racheter en double, hein, donc... Il est là, tant pis. C'est pas grave, je l'ai vu de loin, il avait l'air très sympa. Mais il y avait une autre personne qui était sur place. J'arrête de blablater, je vous montre ce que j'ai acheté. Et en attendant, petite pause café. Alors, qu'y a-t-il là-dedans? Il y avait une autrice. Quand j'ai vu son nom, je me suis dit « Oh, waouh !» Et après, je me suis dit « Oui, mais quand même... j'ai pas lu le premier tome. Et c'est le tome 3 qui m'intéressait. Et est-ce que je vais quand même recommencer une nouvelle série ?» Je me suis dit « Ah, c'est pas raisonnable. » Et au final, je me suis mise à discuter avec elle et j'ai acheté le tome 3. Mais elle m'a dit qu'on pouvait le lire sans avoir lu les deux autres, c'est pas grave. Donc, il y avait Anouk Schutterberg. Ah Juste, attendez, je vais vous mettre, voilà, sans le bandeau, La Nuit des Fous. Alors lui, quand je l'ai vu passer avec le résumé, j'étais là, wow, il a l'air de mettre une claque monumentale, il me donne trop envie. Elle me l'a vendu, Anouk, de manière magnifique. Ça me donne trop envie de le lire, ce qui fait que elle me l'a dédicacé avec un petit marque-page en plus. C'est une autrice adorable, franchement. Je vous mettrai une photo juste ici parce que je lui ai demandé si je pouvais la prendre en photo pour illustrer, pour avoir un petit souvenir et pour illustrer mon blog. Elle m'a dit « Non mais t'inquiète, viens on prend un selfie. » J'étais là, mais je suis timide, moi, madame. Et puis finalement, le courant est super bien passé. C'est une autrice adorable. Je sais pas si elle passera par ici, mais au cas où, je lui fais un coucou. Je ne l'ai pas encore lu, mais il m'intrigue vraiment beaucoup, donc je pense qu'il va pas rester si longtemps que ça dans ma palle. Oh, merci pour cette magnifique rencontre. J'ai super hâte de le découvrir. Ça a l'air incroyable. Affaire à suivre, mais en attendant, c'était une super rencontre. Et vous vous doutez bien que si j'ai un petit sac, c'est que j'en ai pas eu qu'un. L'auteur n'était pas là parce qu'il était au quai du Polar, mais je me suis dit, ça fait plusieurs fois que je vois passer ce tome-là. Je l'ai déjà lu en version e-book, certes, mais comme je fais la collection qui est derrière moi là, en version papier, que je ne l'ai pas et que j'ai une fâcheuse tendance à ne pas racheter les versions poche de ce que j'ai déjà lu en version e-book, je prends du retard. Et là, comme je l'ai vu passer, qu'il n'y avait plus d'autres livres qui m'intéressaient au niveau des auteurs présents ou autres, je me suis dit, bon, bah, tant pis, tant qu'à faire, quitte à faire une carte bleue. Et voilà, un nouveau Franck Tillier dans ma collection. Donc, 1991, je l'ai déjà lu. C'est la première enquête de Charcot quand il était encore jeune. Il est génial. Il va rejoindre ma collection. Et lui, donc, bah, comme je vous disais, j'avais tendance à le délaisser un petit peu, à le rajouter à ma collection, parce que bah, je l'ai déjà lu en fait. Donc, c'est vrai que j'ai une fâcheuse tendance à mettre du temps à acheter les livres en version papier de ce que j'ai déjà lu en version e-book. Donc, bah, ça y est, ma collection de Franck Tillier s'agrandit, donc mes bonnes résolutions de terminer mes séries en cours également. Et contre toute attente, bonne surprise en arrivant à la caisse au moment de payer. Eh bien, je sais pas s'ils faisaient ça pour tous, mais en gros, j'en ai acheté 2, donc ils m'en ont offert un, avec celui-ci, que, attendez, je pose le sac, que je ne connais absolument pas. Il s'agit de Adolfo Kaminski, Une vie de faussaire de Sarah Kaminski, publié au livre de poche. Et je pense que, vu la pastille super moche qu'on ne peut pas enlever parce qu'elle est imprimée dessus, comme c'est un livre offert, il devait leur en rester pas mal au niveau de la librairie, donc je pense qu'ils les ont distribués comme ça, un peu au pif. Moi je suis tombée sur celui-ci avec un très joli marque-page aux couleurs d'un coquelicot avec une citation « Le bonheur est dans les livres » qui est à 100% vrai, pour ma part. Et bah, celui-ci, j'avoue que je ne le connais pas. C'est un roman qui en plus est visiblement illustré sur ce fameux Adolphe Kaminski que je ne connais absolument pas, mais qui visiblement a été faussaire pendant la guerre.
J'attends de voir, je ne connais pas, c'était un livre qui était absolument pas prévu, ni dans ma Wish, ni dans ma palle, il est débarqué comme ça, donc ça va être une nouvelle découverte, merci beaucoup, mais je vais donc essayer de le lire. Je ne sais pas encore quand, même s'il est tout petit, qu'il a l'air de se lire peut-être assez rapidement, surtout comme je vous dis, il y a des parties avec des images au milieu. On va voir en attendant, super chouette. 3 nouveaux titres qui rentrent, hop là, dans ma collection, dont un qui est déjà lu. C'est pas mal du tout. On coupe un peu les bonnes résolutions en achetant des nouveaux avant d'avoir fini les anciens, mais avec celui-ci, je garde quand même donc en tête la bonne résolution de terminer mes séries déjà commencées. Et on va enchaîner en parlant de petits livres que j'ai terminés. Ici, je vais vous parler d'un manga auquel je ne m'y attendais absolument pas. Vous l'avez déjà certainement vu passer parce qu'il était dans ma pile printanière, parce qu'il a des fleurs partout. Regardez ce petit manga. Le chien gardien d'étoiles de Takashi Murakami, publié chez Sarbacane. Et c'est typiquement là, une fois de plus, mais la couverture. On est d'accord que ce chien au milieu d'un champ de tournesol, c'est beaucoup trop mignon. Et derrière, une carcasse de voiture au milieu d'un champ de tournesol. Aucun résumé. Je ne savais absolument pas de quoi ça parlait, dedans non plus. Je savais pas. Mais j'ai vu cette bouille, j'ai vu ces fleurs, je me suis dit wow, ça a l'air super chouette, je vais le lire. Je ne m'attendais tellement pas à lire un manga aussi triste. Mais est-ce qu'on s'attend à lire quelque chose de triste avec une couverture comme ça? Non, à 1000 années-lumière, non. Et pourtant, c'est 2 histoires en une, où la première, on va suivre une famille qui a adopté ce fameux petit chien, Happy. Happy, il est, comme son nom l'indique, super heureux, super content, il gambade partout, il suit toute la famille partout, jusqu'au moment où ça commence à aller mal dans la famille. La mère, elle commence à s'éloigner un petit peu, la petite fille qui avait ce chien commence à grandir et à le délaisser peu à peu finalement, et on se rend compte qu'au fil de l'histoire, ça va tellement mal dans la famille que finalement, ils décident de divorcer. Mais en divorçant, la femme embarque la gamine, embarque tout ce qu'il y a dans la maison et abandonne le chien et le mari. J'étais en mode... le chien. Tu prends pas un animal et tu le balances comme ça dès la première occasion. Mais c'est pas une peluche, bordel. Pardon, YouTube, excuse-moi. Mais je ne supporte pas qu'on fasse des mal aux animaux. Encore moins aux chiens, vu que j'en ai 2. Donc bref, la mère et la fille s'en vont, laissent le père endetté jusqu'au cou parce qu'en plus il est malade et il a perdu son travail qu'il ne peut pas garder à cause de sa maladie. Et la famille, en gros, ça les pèse, ça les fait chier, entre guillemets, de supporter un mec malade. Ambiance, bonjour. Ce qui fait qu'on suit le père de la famille qui va essayer de survivre tant bien que mal avec ce petit chien qui est un peu sa bouée de sauvetage en fait. Il est là pour le rattacher au monde et quand ce petit chien va tomber malade, il va tout faire pour le sauver en allant sur le premier vétérinaire qui passe, en revendant toutes les possessions qu'il a pour pouvoir payer la facture et que son chien puisse survivre. Il y a vraiment un attachement entre ces 2 personnages qui m'est vraiment adorable, mais la chute, la fin, je peux pas vous la dire parce que sinon je vais vous spoiler tout le livre, mais bon sang, à aucun moment on s'attend à une tragédie pareille. C'est super triste, c'est super poignant, surtout quand on aime les animaux. C'est violent, bon sang. Et honnêtement, apparemment, il y a un tome 2 qui va être sur la jeunesse de Happy, mais c'était tellement triste, le tome 1, que j'ai pas envie de lire le tome 2. En plus, Happy est un chien abandonné, donc si on lit sa jeunesse où il a été foutu à la rue, pareil, par d'autres imbéciles, non. Donc, il est beau, ce livre. Il a un dessin qui est vraiment assez simple, mais qui se lit très bien avec pas mal de tragédies, pas mal de personnages qui sont assez horribles dedans. Mais finalement, l'histoire est triste et j'ai été tellement étonnée que j'étais là, oh, ça m'a coupé les jambes. Je suis ressortie de cette lecture super triste moi aussi, parce que surtout, comme je vous dis, j'adore les animaux, j'ai 2 chiens.
lourd émotionnellement. Je sais pas si... Attention, hein, si vous le lisez, attention. Donc, il est sympa, mais je m'attendais pas du tout à ça. Ensuite, je vais pouvoir vous parler d'un SP que je viens tout juste de terminer, et je remercie Agnetha Gerson de m'avoir fait une nouvelle fois de plus confiance en me confiant son dernier livre, La mort en cadeau, qui est un thriller à la fois scientifique, politique et environnemental. Parce qu'on va suivre Charline qui est l'héroïne d'un précédent roman qui s'appelle Projet Artemis. Si vous ne l'avez pas lu, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas être perdu, parce que son histoire à Charline va être réexpliquée au fur et à mesure. Mais c'est vrai que si on l'a lu, ça aide quand même à avoir pas mal de points de connexion et justement de savoir pourquoi elle réagit de telle ou telle manière parce qu'elle a été victime d'un attentat et d'une tentative d'homicide en plus. Donc, elle a un lourd passif et c'est pour ça qu'elle a certaines réactions envers ses collègues, envers d'anciennes connaissances. Et elle va être appelée pour travailler à la NSA pour pouvoir essayer de faire certaines analyses. Et les analyses vont concerner notamment un glacier qui s'est fissuré et donc une partie s'est effondrée dans la mer. Mais le problème, c'est qu'en s'effondrant, elle a emmené une partie des touristes et notamment des scientifiques qui étaient dessus au même moment. Parmi ces scientifiques, il y a le mari d'une de ses amies, qui est donc un grand scientifique renommé, et ce qui aurait pu passer pour un tragique accident va se révéler en fait peut-être une machination avec l'environnement pour source. Parce que beaucoup de scientifiques qui travaillent sur l'environnement, sur le système climatique, vont petit à petit disparaître ou même se faire tuer. Et là on se rend compte qu'il y a peut-être une machination derrière tout ça, un complot, et on attend d'aller plus loin pour voir ce que ça va donner. Et il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'interactions à travers les pays. On se demande un petit peu pourquoi on voyage à travers les États-Unis ou à travers la Suède ou même l'Inde. On se demande à quoi servent ces personnages qui parfois arrivent sur un chapitre et disparaissent pendant 4 ou 5 autres. On se demande quels sont les liens, les connexions qu'il y a derrière tout ça. Mais au fur et à mesure, plus on avance dans le récit, plus on rentre à l'intérieur de cette intrigue où on se rend compte qu'il y a des complots assez politiques derrière, assez donc scientifiques évidemment, et qu'il y a beaucoup plus, qu'il y a des secrets, qu'il y a des choses où le gouvernement est au courant mais ne veut pas agir, qu'il y a des dissimulations d'informations et qu'en final il va y avoir une envergure mondiale derrière. C'est très intéressant, on se rend compte que tout est lié, que ce qui pouvait nous paraître une infime partie dans un chapitre a en fait une énorme connexion importante pour l'un des autres chapitres et donc pour la suite de l'histoire. C'est très intéressant et on sent à travers tous les termes scientifiques, mathématiques, d'ingénierie, on sent que l'autrice, c'est son métier, c'est son cœur de métier, la science, les mathématiques, et qu'elle ne dit pas 2-3 trucs comme ça par hasard en trouvant les informations sur internet. Non, on sent qu'elle est documentée, mais on sent que c'est son métier aussi. Donc elle a largement de quoi alimenter avec des informations vraies et plutôt extrapolées pour pouvoir quand même alimenter le livre, certes, mais on sent qu'il y a quelque chose derrière de très fourni, de très recherché et d'assez parfois aussi même complexe, mais qui est très intéressant. Je me suis une fois de plus laissé prendre au jeu par sa plume, qui a réussi à m'emmener, à me faire relier certaines connexions entre elles et à voir l'ampleur de ce qu'il y a derrière. Ça donne, en plus de l'histoire, une espèce d'alerte parce que c'est criant de vérité sur tout ce qui se passe en ce moment avec les changements climatiques et ça donne un message d'alarme quelque part, même si elle nous fait bien comprendre aussi que même s'il y a toujours des personnes qui sont là pour donner le signal d'alarme, il y aura toujours des puissants pour venir également écraser ou entériner ce que les scientifiques disent avec de l'argent ou du pouvoir. Et il y a donc ces deux-là qui viennent se confronter et c'est vraiment chouette. Elle a une plume qui est à la fois scientifique, littéraire et addictive, qui fait qu'on n'arrive pas à lâcher jusqu'à la fin, même s'il y a des passages complexes, même s'il y a des passages où on se demande vraiment où est-ce qu'elle veut nous emmener. Elle nous montre que vraiment tout est lié jusqu'au bout parce qu'elle nous emmène là où elle veut. Et c'est là qu'elle est vraiment forte. Donc merci une fois de plus à elle
de m'avoir fait confiance. C'était une fois de plus une très belle découverte. Et je vais terminer cette séquence en vous parlant de la lecture sur laquelle je suis en ce moment, qui est un autre thriller. Ici, il s'agit de Obsolète de Sophie Loubière, et là c'est publié chez Belfond dans la collection Noire. Et Obsolète, je voulais le découvrir parce qu'il y a une énorme hype dessus, mais là la hype cette fois-ci m'a intéressée parce qu'on est quand même sur un thriller mais d'anticipation. Parce qu'on est en 2224, et pareil, là aussi on est après un changement climatique majeur qui fait que le soleil maintenant nous crame la peau, qu'il n'y a quasiment plus d'eau, qu'il n'y a quasiment plus de faune ni de flore, que l'humain est à fond dans la technologie et dans l'intelligence artificielle, la civilisation s'est complètement effondrée et il a fallu un renouveau. Et pour ce renouveau, il va falloir, entre guillemets, faire des sacrifices parce qu'il y a peu de ressources sur Terre maintenant après tout ce chamboulement. Maintenant, le mot d'ordre, c'est le recyclage. Il faut tout recycler, même les femmes. Parce que quand on est une femme, passé 50 ans, on ne sert plus à rien sur l'humanité. Non, vu qu'à 50 ans, t'es forcément ménopausée, donc tu ne sers à rien, tu ne peux pas repeupler. Donc, on dégage les femmes, on les envoie au grand recyclage, et les hommes peuvent se rechoisir de nouvelles femmes pour pouvoir continuer à procréer, eux, jusqu'à leur mort. Et pareil, chaque femme, au bout de 50 ans, elle dégage. Mais où elles vont ? Où elles vont ces femmes? Parce qu'on parle de ce grand recyclage, mais personne ne sait ce que c'est. On sait juste qu'elles s'en vont et qu'elles ne reviennent jamais. Mais est-ce qu'elles vont vraiment ailleurs? Est-ce qu'elles meurent? Est-ce qu'elles sont recyclées vers autre chose? On ne sait pas. Et Sophie Loubière, elle entretient le mystère pendant très longtemps. Même, je dirais presque trop longtemps, parce que j'en suis, vous voyez, à 300 et quelques pages, et on commence à peine à parler de ce grand recyclage. C'est long. C'est vraiment très long. Je pensais que ça allait arriver beaucoup plus tôt dans le récit, parce que là, j'ai passé la moitié du livre, et on est à peine en train de parler du grand recyclage. Donc elle est forte, point de vue qu'elle entretient le mystère, elle nous fait jouer avec des questions, elle fait travailler l'esprit, elle nous fait quand même un petit peu rechercher, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière, est-ce que c'est une grande machination, est-ce que les femmes vont être juste tuées ou réduites à faire autre chose? On ne sait pas, et on se pose plein de questions, surtout qu'au milieu il y a une enquête qui arrive avec des meurtres, et pareil, on ne sait pas trop ce qui se passe, tout est donné au niveau de l'intelligence artificielle, c'est elle qui régit tout à présent, et ça montre un petit peu ce que l'humanité, entre guillemets, pourrait devenir si on continue à être dépendant des technologies et à rester aveugle au niveau du changement climatique également. Donc il y a des beaux messages, il y a des belles perspectives, entre guillemets, d'avenir qui sont très intéressantes et très bien interprétées ici par Sophie Loubière par une imagination débordante. Mais là, comme je vous dis, j'en suis à 359 pages précisément, et je commence à avoir un petit essoufflement au niveau de la lecture, malheureusement. Parce que, qu'est-ce qu'il manque de la matière? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien d'avoir des attentes, c'est bien d'avoir du mystère, mais faut le lancer derrière, parce que 359 pages. Voilà, ça fait à peine 50 pages, peut-être 70, où je viens vraiment d'accéder au grand recyclage. Donc maintenant que j'y suis, je suis curieuse de voir jusqu'où on va, mais ça a mis beaucoup de temps à arriver. La plume est belle, il n'y a aucun souci là-dessus. Elle a une très jolie manière d'écrire, de nous prévenir et en même temps de nous montrer un futur peut-être pas si lointain que ça. Mais là, j'en suis rendue à un stade où il faut que ça bouge parce que sinon, ça va pas être un coup de cœur, c'est sûr, malheureusement. Et pourtant, j'avais beaucoup d'attentes parce que ce livre m'intéressait à fond. Donc, j'attends de voir. Il me reste 200 et quelques pages à peu près à lire. On va voir où est-ce que ça va m'emmener. Peut-être que maintenant ça va popper dans tous les sens et que ça va être incroyable jusqu'à la fin et que donc mon avis va remonter dans le positif plus. Je ne sais pas. Donc, à la prochaine séquence, qui sait, je vous donnerai peut-être mon avis final. En attendant, à plus tard sur la prochaine séquence vidéo. Et rebonjour tout le monde, je vous retrouve pour la dernière séquence de ce vlog, parce que sinon, comme d'hab, ce sera beaucoup trop long, parce que j'ai donc quelques petites lectures dont je dois vous parler, mais je commence par vous dire un énorme merci. Un énorme merci parce que sur l'une de mes précédentes vidéos, je vous disais que je l'ai préparé une vidéo FAQ. Je vous avais mis un Google Form dans la barre d'infos et je vous avais dit
lâchez-vous, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Si vous n'avez pas eu le temps, je vous le remets dans la barre d'infos de cette vidéo-ci. Et en attendant, un énorme merci à toutes les personnes qui me posaient des questions. Je suis ravie de pouvoir en avoir plein à décortiquer, plein à préparer pour le montage de la future vidéo. Grand merci à vous, j'ai pas mal de boulot. Je suis très contente de pouvoir répondre à tout ça. Je vous la remets donc une dernière fois dans cette vidéo-ci, et ce sera la dernière fois parce qu'après donc je clôturerai pour pouvoir bien monter la vidéo parce qu'il faut bien que je la clôture à un moment. Mais en attendant donc un énorme merci à vous, et on enquille tout de suite donc sur les lectures que je vois ici. Je vais commencer par la couverture que je vous mets juste ici, qui est ma lecture audio du moment et que j'ai quasiment fini. Il me reste à peine 3 heures, donc sur 11 à peu près, j'ai quasiment fini. Il s'agit de Ruine, le premier tome, qui, si je ne me trompe pas, faisait partie des nombreux titres qui étaient en lice pour le Plip de l'année passée. Je n'avais pas pu le découvrir l'an passé, mais là, il était dans mon abonnement Audible, je me suis dit, c'est l'occasion. Je crois que le tome 2 va sortir dans pas longtemps, si c'est pas au mois de mai, ça doit être pendant l'été 2024. Donc je me suis dit, allez, on va tester ça. On est sur de la fantasy assez sombre, et on est sur cette fameuse ruine. Ruine, c'est le nom d'une épée perdue, épée d'une prophétie que seul un enfant pourra brandir à la suite d'un grand chevalier qui a vécu les temps jadis, qui se serait réincarné dans cet enfant. Et là, il y a 2 royaumes qui cherchent l'enfant de cette prophétie. Et on va suivre justement un enfant dont la famille a été massacrée, qui pourrait être l'enfant de cette prophétie, mais pour le moment, personne ne le sait. Là, il y a toute une garnison de cerfs qui doit le ramener dans le royaume pour pouvoir vérifier si c'est bel et bien l'enfant de la prophétie. Et pendant ce temps-là, les chevaliers de l'autre royaume vont à leur poursuite et essayent de sauver le garçon et de massacrer les cerfs qui sont ennemis. Et c'est pas mal du tout. C'est assez sombre par moments, avec de belles descriptions, un beau world building, qui parfois est très riche, et donc fait que l'histoire est un peu lente par moments. C'est le seul truc qui pêche un peu, je trouve. Il y a de l'action, il y a donc de belles descriptions, il y a de beaux échanges assez acides entre justement le haut-cerf qui déteste tout le monde, n'a qu'une passion dans la vie, c'est donc de tuer des gens, et de coucher avec des femmes, tant qu'à faire. Et pour lui, donc cette mission, ça le saoule un peu, le gamin le gonfle, donc pourquoi pas le torturer un petit peu, histoire de voir si c'est vraiment l'élu, parce que si c'est l'élu, c'est un gamin de 12 ans, il n'est pas formé physiquement pour manier une épée, il n'a pas trop le mental non plus pour pouvoir résister au cerf, mais par contre il aime bien le titiller un peu et voir si derrière il va chouiner ou s'il va au contraire se rebeller. Donc il n'est pas très tendre avec le gamin, ça c'est sûr, mais en même temps il a envie qu'il soit cette réincarnation de prophétie, tout comme il n'en a pas envie du tout. Donc il est assez ambigu, ce personnage de Don Angus, qui est donc le haut-cerf du royaume adverse. Il est particulier, mais il a une histoire qui fait qu'on a envie d'aller un peu plus loin, surtout qu'il est ennemi avec l'un des chevaliers. On a envie d'aller plus loin, on a envie de voir ce que ça va donner, même si donc il y a des passages un petit peu longués, qui peut-être auraient mérité d'être raccourcis, voire même complètement occultés, pour passer presque directement dans le vif du sujet. Mais comme c'est 2 tomes, du moins pour le moment, c'est marqué que le 2e tome allait sortir, donc on va dire pour le moment c'est une duologie, peut-être que le premier est assez introductif justement pour que toute l'action se passe au niveau du second. Je ne sais pas encore vu que je n'ai pas tout à fait terminé, mais pour le moment j'aime bien, c'est assez intéressant. Le narrateur a une voix qu'il arrive à moduler en fonction des divers personnages masculins ou féminins qu'il incarne, et c'est pas mal du tout. Il arrive à mettre un peu de punchy, un peu de sadique ou un petit peu de joie au niveau des intonations qu'il fait, et c'est pas mal du tout. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. Je sais pas encore si j'ai envie de continuer, parce que pour le moment, j'aime bien, mais c'est pas un coup de cœur, et c'est pas une envie non plus franche pour le moment d'aller continuer cette saga alors que j'en ai plein d'autres sur le feu. Donc on va voir, il y a encore un peu de temps avant la fin du tome 2, je vais terminer dans la semaine certainement l'écoute de celui-ci. On verra à ce moment-là, mais pour le moment, c'est plutôt pas mal. Je vous ai quitté sur la dernière séquence avec Obsolète de Sophie Loubière, que j'avais pratiquement terminé parce qu'il me restait 200 ou 100 pages à peu près. Ça y est, je l'ai fini,
Je suis allée jusqu'au bout, malgré, comme je vous disais la séquence précédente, le petit essoufflement que je ressentais parce que j'étais déjà à 300 et quelques, voire presque 400 pages et il n'y avait pas grand-chose au niveau du grand recyclage qui s'était enclenché, malgré le fait que ce soit le thème principal. Ça y est, oui c'est vrai, au bout de 400 et quelques pages, on commence à en parler, on commence à avoir des révélations qui arrivent, à avoir des événements auxquels on ne s'attendait pas, et il y a un petit quelque chose de punchy derrière, et il y a toujours un petit mystère que l'autrice arrive à nous glisser comme ça, qui fait qu'on ne s'y attendait pas, et on continue la lecture. Mais malgré ça, il y avait des trucs pas mal, mais donc comme je vous disais, il y a 500 pages, dont 300 qui sont assez intéressantes au niveau du world building, parce qu'elle nous le décrit bien, mais il n'y a pas grand chose qui se passe, surtout qu'on parle à gogo de ce grand recyclage qui n'arrive qu'à bout de 350-70 pages. C'est long. C'est très bien au niveau de l'écriture, c'est très bien au niveau de l'idée qui est géniale. La fin est intéressante en soi, même si on a envie presque d'aller un peu plus au niveau des réponses, parce que ça nous laisse au niveau de quelque chose d'assez ouvert qui est très intéressant. Mais donc, au niveau de la hype qu'il y a eu autour, j'avoue que je suis presque un peu déçue, on va dire. Déçue parce que je m'attendais à plus de ce grand recyclage, beaucoup plus tôt en tout cas. Donc, j'ai bien aimé, mais ce ne sera pas un coup de cœur pour moi. Et finalement, je pense que je vais le redonner à ma médiathèque. Je vais m'en rappeler certainement quelques mois, et après, je pense pas qu'il va rester finalement parmi les grandes lectures de cette année. En revanche, Sophie Loubière a fait d'autres romans qui m'intéressent, qui sont plus axés dans le thriller policier. Peut-être que ça me plaira un peu plus que celui-ci qui était vraiment bien, mais qui au final n'avait pas comblé toutes les attentes que j'avais au départ finalement. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu ce que vous en avez pensé, qu'on puisse échanger ensemble dessus. Et celui-ci, je ne crois pas vous en avoir encore parlé. Je l'ai lu dans le cadre du Blossom, et parce que j'avais été happée, oui, par sa couverture une fois de plus, mais parce que le résumé m'intriguait beaucoup. Je voulais vous parler de cette magnifique petite pépite qui s'appelle Enquête et Charleston, de Mélanie Battini, et publiée aux éditions City. Bah, voilà, la couverture. On est d'accord que elle claque, elle est vraiment chouette. Elle est très belle, avec cet aspect un petit peu mat et ce vernis sélectif au niveau de notre héroïne. Il est vraiment super beau et super chouette. Et la présentation est vraiment aérée, fluide, il est très agréable à lire et à prendre en main. Et c'est un cozy mystery dans les années folles à Paris. On va suivre Madeleine Hardwicke, qui est mi-américaine, mi-française. Elle sort de plusieurs voyages autour du monde, et au moment où elle rentre en Amérique, où elle voulait se poser justement, retrouver ses amis, sa famille et sa vie d'avant, et bien elle apprend que finalement sa meilleure amie est décédée et qu'elle a été même assassinée. Elle ne comprend pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et son amie a été tuée à Paris. Donc ni une ni deux, elle va faire ses bagages et elle va aller à Paris et elle va aller enquêter. En plus des policiers parisiens, elle veut se faire sa propre idée. C'était son amie, pour elle, il n'y a pas eu de raison que quelqu'un lui veuille du mal. Donc elle va enquêter, elle va mettre son nez partout et elle va essayer donc de lever le mystère sur cet étrange assassinat, et elle va se rendre compte que il y a beaucoup de secrets, beaucoup de on-dit et beaucoup de noirceur dans cette ville qu'est Paris. Et c'était super chouette. C'est un premier tome et j'ai déjà hâte, mais alors vraiment hâte, de lire la suite parce que c'est extrêmement bien construit. Le personnage de Madeleine est très intéressant parce que c'est une jeune femme qui est excessivement riche, qui n'a jamais eu besoin de travailler dans sa vie parce que toute la richesse vient de son héritage. Ses parents sont décédés et elle est assez hautaine finalement. Elle est dans l'optique que l'argent peut régler absolument tout, problème comme avantage. Elle peut jouer de sa réputation pour que toutes les portes s'ouvrent à elle, et au final, elle se rend compte que petit à petit, en cherchant les explications sur le meurtre de son amie, elle va endosser une autre identité pour pas qu'on découvre qui elle est et que certaines portes ne se ferment en voyant son nom. Et en endossant cette nouvelle identité, elle va se rendre compte que elle se débarrasse de
tout ce qui fait qu'elle est Madeleine Hardwicke. Et elle va se rendre compte que, il n'y a pas que l'argent dans la vie et que l'argent ne fait pas tout. Il va falloir qu'elle use de son intelligence, de ses relations, de ce que les voyages lui ont apporté, et pas uniquement se baser sur son nom et sur son argent. Et ça va lui permettre de beaucoup évoluer, mine de rien, au sein de ce roman, parce qu'elle va se rendre compte que il y a une autre personne en elle finalement, et qu'elle aime bien cette autre personne. Et elle va en jouer au niveau de ses relations, qui vont créer donc plus ou moins de mystère, et à l'arrivée à la fin, certaines personnes la connaissent sous son nom d'emprunt, et elle aimerait bien leur dire que non, finalement, elle n'est pas Claire, elle est Madeleine. Et à l'arrivée à la fin, justement, j'ai hâte de les voir dans le tome 2, si il va y avoir cette révélation, ou si ça va continuer. Pas mal du tout, et l'enquête était vraiment sympa, où on va vraiment dans la noirceur et les bas-fonds de l'âme humaine, dans un trafic vraiment ignoble, bien pensé mais très ignoble, et qui nous fait nous révolter au même titre qu'elle qui découvre quelque part la vie et découvre que tout n'est pas beau et rose. C'était vraiment très sympa. La plume de l'autrice est très facile à lire, elle est très agréable, très abordable, et elle nous plonge dans une ambiance des années folles, à la fois folklorique, à la fois riche et à la fois festive, qui nous donne envie de nous imprégner encore plus de cette ambiance, malgré le côté donc noirceur que je vous dis qui est très présent et qui est quand même très bien fait. J'ai vu qu'il y avait également un préquel, si je ne me trompe pas, à Enquête de Charleston, avec un peu plus de la vie de Madeleine quand elle était plus jeune et quand elle était donc parmi ses voyages autour du monde. Je suis curieuse de voir également ce que ça va donner, et ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup aimé ce premier tome, j'ai très envie de lire et le préquel et le tome 2, et que cette autrice est vraiment un nom que je vais suivre et que je vous recommande parce que c'est vraiment une très jolie découverte et que j'ai l'impression que pour le moment, je ne l'ai pas encore vu beaucoup passer. Donc, si vous cherchez un cozy mystery par une autrice française et qui se passe également en France dans les années folles, ne cherchez plus et regardez donc celui-ci qui est vraiment très sympa. Et je pense que je vais vous laisser sur cette conclusion qui a été une très très belle découverte de Enquête de Charleston, parce que pour le moment, je n'ai pas encore commencé certaines futures lectures dont je vous parlerai certainement dans un autre vlog. Et j'espère qu'entre-temps, j'aurai reçu enfin une commande que j'attendais pour pouvoir vous la présenter en même temps que ma réception des éditions du Chat Noir dans cette vidéo. Eh ben non, il est toujours parlé à mon colis. Visiblement, il n'est pas perdu, il est juste en transit depuis X temps, donc j'attends. Peut-être que vous le verrez dans la prochaine séquence, j'espère franchement, parce que je l'attends. J'en ai marre d'attendre, entre guillemets. On est passé de 5 jours ouvrés à 25, hein, donc ça commence à faire long. Mais il est toujours en transit, donc on va croiser les doigts. À la prochaine séquence, vous verrez ma prochaine réception. Sur ce, je vais vous laisser ici, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à utiliser les commentaires pour qu'on échange tous ensemble sur diverses lectures, ou tout ce que vous voulez d'ailleurs, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je vais vous laisser ici, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures, et on se retrouve dans une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!